Merci à toute l'équipe du banquet du livre pour cette invitation. Voilà, je suis très heureux d'être ici, dans ce lieu magnifique, et de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la vitesse dans la lecture, c'est-à-dire aussi la lenteur, et peut-être quelque chose, j'essaierai d'aller vers cet horizon, quelque chose comme le différentiel de vitesse dans la lecture. Il y aurait à écrire une histoire de la vitesse dans la lecture, des témoignages sur des lecteurs qui lisent vite, d'autant plus vite qu'ils lisent ou qu'ils doivent lire beaucoup. On pourrait en exhumer de très anciens. Au IIe siècle de notre ère, le rhéteur et pamphlétaire Lucien de Samosate, dans une diatribe intitulée « Contre un ignorant bibliomane », s'en prenait à un collectionneur qui privilégiait la quantité de livres acquis plutôt que la qualité de la lecture. Lucien s'adressait à lui ainsi, je cite, « Les yeux tout grands ouverts, tu regardes tes livres, et par Zeus, tu t'en assouvis la vue, tu en lis même des morceaux au pas de course, l'œil devançant les lèvres, ou la bouche, stoma en grec, mais cela ne suffit pas, si par ailleurs tu ne sais pas ce qui constitue les beautés et les défauts d'un ouvrage, quel est le sens de tous les mots, etc. » Fin de citation. Donc la lecture du bibliomane inculte, cette non-lecture ou cette quasi-lecture que Lucien dénonce, c'est une lecture qui décolle du texte, comme s'il s'agissait de le devancer, l'œil devançant les lèvres. Les historiens de la lecture et du livre se sont également penchés sur les techniques visuelles, on dirait aujourd'hui de mise en page, qui permettent d'accélérer l'acte de lire. Dans une étude importante intitulée « Du lisible au visible, la naissance du texte », Ivan Illich a ainsi décrit comment le théologien scolastique italien Pietro Lombardo, Pierre Lombard dans la version francisée de son nom, a pu introduire de véritables accélérateurs textuels au sein de ses sentences rédigées vers 1150. Ce sont par exemple les mots-clés soulignés en rouge vif avec une encre à base de mercure, ou encore les titres de chapitres qui permettent au lecteur de trouver immédiatement ce qu'il cherche, autant d'innovations à l'époque. Au-delà de son souci de la mise en page, écrit Ivan Illich, Pierre Lombard est également conscient que l'acte de lire s'insère dans un nouveau rapport au temps. Il veut alléger le fardeau de l'étudiant et rendre sa lecture plus rapide. Fin de citation. Je suis évidemment tenté, en allant très vite à mon tour, en sautant même allègrement par-dessus les siècles, voire les millénaires, je suis tenté de rapprocher les mots-clés à l'encre rouge de Pietro Lombardo des mots-clics en couleur, souvent en bleu, que nous trouvons aujourd'hui dans les hypertextes que nous lisons en ligne ou sous forme de livres électroniques, à savoir les liens qui relient, qui court-circuitent même des pages ou des passages textuels lointains. Si la quête de la vitesse dans la lecture n'a donc rien de nouveau en soi, certains historiens on peut soutenir qu'elle a pris une ampleur inédite au XVIIIe siècle. Rolf Engelsing a même fait l'hypothèse d'une révolution dans la lecture, Leserevolution, il disait. Vers 1750, on serait passé d'une lecture intensive, donc un petit nombre d'ouvrages lus et relus sans cesse, comme c'était typiquement le cas de la Bible, à une lecture extensive, les lecteurs de romans ou d'articles de presse allant rapidement d'un écrit à un autre. Cette hypothèse est généralement partagée, malgré les critiques visant à nuancer le caractère trop tranché d'une périodisation selon laquelle tout basculerait au milieu du XVIIIe siècle. On cite souvent comme exemple d'une lecture intensive à l'époque de la lecture extensive, Julie ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Ce roman épistolaire, paru en 1761, est devenu un tel succès de librairie que les éditeurs étaient incapables de fournir suffisamment d'exemplaires et ils les louaient à la journée ou même à l'heure, un peu comme une série en streaming. Eh bien, dans les conseils de lecture que Saint-Preux dispense régulièrement à Julie, il y a notamment celui-ci, c'est la lettre 12 de la première partie, je cite « Peu lire et penser beaucoup à nos lectures,
ou, ce qui est la même chose, en causer beaucoup entre nous, est le moyen de les bien digérer. » Fin de citation. Et puis, l'un des passages de Maîtres anciens de Thomas Bernhardt, lu hier soir par Mélanie Traversier, ici même, dit exemplairement, j'y pensais en l'écoutant, cet entrelac de la lecture intensive et extensive. Je voulais citer ce passage à nouveau. Thomas Bernhardt écrit « Ma façon de lire est celle d'un feuilleteur supérieurement doué, c'est-à-dire d'un homme qui préfère feuilleter plutôt que lire, qui feuillette donc des douzaines, parfois même des centaines de pages, avant d'en lire une seule, mais quand cet homme lit une page, alors il la lit plus à fond qu'aucune autre, et avec la plus grande passion de lire qu'on puisse imaginer. » Fin de citation. Donc, un entrelac, bien sûr, de la lecture extensive et de la lecture intensive, mais on peut peut-être supposons qu'il y ait bien eu, selon un mouvement qui n'aurait rien de linéaire ou de simple, une accélération générale dans la lecture dont nous serions à la fois les héritiers et les effets. Mais, alors, supposons, faisons cette hypothèse, mais même en la faisant, nous ne saurions pas pour autant ce que recouvre ce bref et discret adverbe « vite » quand il y va de l'expérience du lire. Le lecteur qui se précipite et qui devine ce qu'il lit, le lecteur devin qui se détache de l'écrit et qui se porte en avant de lui, à l'instar du bibliomane ignorant de Lucien de Samosate, qui lisait au pas de course, son œil devançant ses lèvres, eh bien ce lecteur hante les pages des cahiers de Paul Valéry. On y trouve nombre de remarques inquiètes qui lui sont consacrées à ce lecteur. Je cite, « Le grand problème de l'écrivain moderne est de se faire lire, j'entends, d'empêcher le lecteur de deviner la phrase, la page », note ainsi Valéry en 1915. Et puis le même verbe « deviner » insiste dans un fragment de l'année suivante, « deviner au lieu de lire », écrit Valéry. Et puis il revient encore en 1918-19 sous forme de nom, cette fois, divination, je cite, « L'évolution de la littérature moderne n'est que l'évolution de la lecture qui tente à devenir une sorte de divination des faits au moyen de quelques mots vus presque simultanément et au détriment du dessin des phrases. C'est le télégraphisme et l'impressionnisme grossier dû aux affiches et aux journaux. L'homme voit et ne lit plus. » Fin de citation. Un tel déclin de la lecture serait donc attribuable, selon Valéry, à l'atrophie de la voix au profit de la vue. Je cite, « Pendant des siècles, la voix humaine a été la base de la littérature. Un jour vint où l'on sut lire des yeux sans épeler, sans entendre, et la littérature en fut profondément altérée. » Fin de citation. En renonçant ainsi à sa voix, même s'il s'agit généralement d'une voix intérieure, d'une voix tacite, en sacrifiant la voix à la précipitation des saccades oculaires, le lecteur, selon Valéry, serait en passe de disparaître. Je cite encore, « Lecteur étroit, avec finesse, avec lenteur, avec le temps et la naïveté armée, mais ce lecteur, dont la formation et les fluctuations constitueraient le vrai sujet de l'histoire de la littérature, il se meurt. » Fin de citation. Alors, à l'époque des tablettes et des liseuses qui bien souvent mesurent notre vitesse et notre temps de lecture, je voyais s'afficher ce matin sur cet écran, après avoir lu une trentaine de minutes, objectif atteint. À l'époque des tablettes et des liseuses, il n'est que trop tentant de prendre pour argent comptant ce diagnostic valérien, d'autant que sa nostalgie d'une lenteur perdue n'a rien de nouveau, puisqu'il s'agit, on l'a entrevu, de l'un des lieux communs les plus usés, car les plus répétés au sujet de la lecture. Symétrique de la condamnation de la vitesse, chez Lucien de Samosate, on trouve des éloges de la lenteur, comme lorsque Sénèque, au 1er siècle de notre ère, recommande à Lucilius de bien digérer ce qu'il lit. Et c'est dans les mêmes termes que 1000 ans plus tard, le moine cistercien Guillaume de Saint-Thierry conseille de remâcher des morceaux soigneusement choisis. Je cite,
Il faut aussi chaque jour détacher quelques bouchées de la lecture quotidienne et la confier, l'expression est magnifique, la confier à l'estomac de la mémoire, ventrum memoriae, un passage que l'on digère mieux et qui, rappelé à la bouche, fera l'objet d'une fréquente rumination. Fin de citation. Alors, en sautant allègrement de siècle en siècle, à l'image des lecteurs pressés contre lesquels toutes ces maximes et instructions sont précisément censées nous prévenir, eh bien, on retrouve des propos semblables un peu partout. Nietzsche, que Valérie convoque si volontiers, place la lecture de Aurore sous le signe de la lenteur du phrasé. Je cite, « Nous sommes tous deux des amis du lento, moi et mon livre ». Et il en fait de cette lenteur le mot d'ordre du philologue qu'il est. Je cite encore, « On n'a pas été philologue en vain, on l'est peut-être encore », ce qui veut dire « professeur de lente lecture ». Fin de citation. Donc, je répète, elle n'a en soi rien de bien remarquable, cette critique valérienne de la vitesse dans la lecture. Et pourtant, elle devient vraiment saisissante lorsqu'elle est mise en scène sous forme d'une tragédie ou d'une tragicomédie contemporaine aux dimensions devenues universelles. Dans sa réécriture théâtrale de la légende de Faust, Valérie fait du pacte avec le diable et du désir d'appropriation infinie un drame propre à la lecture. Mon Faust, car tel est le titre de cette version valérienne de la légende de Faust, Mon Faust est un drame du lyre à l'ère de ce que Goethe avait appelé littérature mondiale, Weltliteratur, un terme repris, comme on sait, par Marx et Engels dans leur manifeste communiste, et plus récemment, j'en redirai quelques mots, par l'historien et théoricien de la littérature Franco Moretti, dans un plaidoyer pour ce qu'il appelle la lecture distante, distant reading, à savoir une lecture qui rendrait justice à l'infinie diversité de la littérature mondiale, en renonçant à privilégier un corpus restreint, en renonçant justement à méditer, à ruminer de manière intensive, ce qu'on appelle parfois dans les milieux, en anglais, close reading, donc en renonçant à cette méditation ou rumination intensive pour se jeter résolument et joyeusement, et aussi avec un certain sens de justice, enfin pour rendre justice à cette diversité, en se jetant donc dans la circulation extensive. Certains passages de Mon Faust semblent même anticiper non seulement la distant reading que je mentionnais à l'instant, mais aussi le devenir électronique de la lecture. Les deux s'entr'appartiennent d'ailleurs, hein. Distant reading, qui est bien souvent une lecture statistique, une lecture de balayage, une lecture qui cherche aussi des données, des big data, et la lecture devenue électronique, appareillée électroniquement. Les deux s'entr'appartiennent dans une époque qu'on pourrait appeler, que je vais appeler dans un instant, celle de l'hyper-livre. Donc je disais, certains passages de Mon Faust de Valérie semblent anticiper sur le devenir électronique de la lecture dont nous faisons tous l'expérience sur nos écrans rétro-éclairés au moment de signer son fatidique contrat avec Méphistophélès. Faust déclare ainsi, je cite, « C'est fini les papiers et les signatures. Les écrits aujourd'hui volent plus vite que les paroles, lesquelles volent sur la lumière. » Fin de citation. Donc, en ayant en mémoire l'hypothèse de Engelsing sur la lecture extensive dont je vous parlais tout à l'heure, cette lecture extensive dont l'avènement correspondrait aussi à l'ère de ce que Goethe appelait la littérature mondiale, eh bien, je voudrais me tourner vers ce troisième Faust, qui est celui de Valérie, après les deux précédentes versions de Goethe. Enfin, il y en a plus en fait. Dans ce troisième volet de son existence textuelle, qui pourrait bien être aussi, et on verra pourquoi, le dernier, Faust écrit. Il est écrivain, il est auteur de sa propre légende, comme il l'explique à Méphistophélès, au cours d'un extraordinaire dialogue que je vais vous lire lentement,
parce que c'est un dialogue dont nous autres lecteurs, nous sommes clairement l'enjeu. Vous allez l'entendre. Puis je vais tourner autour un peu de ce dialogue. Le voici, Faust, écoute, je veux faire une grande œuvre, un livre. Méphistophélès, toi, il ne te suffit pas d'être toi-même un livre. Faust, j'ai mes raisons. Il serait un mélange intime de mes vrais et de mes faux souvenirs, de mes idées, de mes prévisions, d'hypothèses et de déductions bien conduites, d'expériences imaginaires, toutes mes voies diverses. On pourra le prendre en tout point, le laisser en tout autre. Méphistophélès, ceci n'est pas trop neuf, chaque lecteur s'en charge. Faust, personne peut-être ne le lira, mais celui qui l'aura lu n'en pourra plus lire d'autres. Méphistophélès, il sera mort d'ennui. Faust, j'ai donc ce grand ouvrage en tête qui doit finalement me débarrasser tout à fait de moi-même, duquel je suis déjà si détaché. Fin de citation. Alors, que disent-ils, Faust et Méphisto, dans ce dialogue abyssal? D'abord, vous l'avez entendu, le livre de Faust, ce mélange intime de ses vrais et de ses faux souvenirs, de ses idées, de ses prévisions, d'hypothèses, de déductions, d'expériences. Ce livre, ce serait cet ouvrage dans lequel il se raconterait si bien qu'il pourrait enfin s'y rassembler, c'est-à-dire rassembler toutes ces métamorphoses, depuis sa source légendaire dans le Moyen-Âge tardif jusqu'à sa transformation en une métaphore de l'homme occidental, notamment sous la plume de Oswald Spengler dans Le déclin de l'Occident, 1918-1922. Donc ce livre de Faust, ce serait un livre qui tendrait, à la limite, à se confondre avec la somme de tous les livres, un hyper-livre contenant l'archive de l'histoire littéraire mondiale. Mais ce livre de Faust, ce serait aussi, et du même coup, le livre qui interdirait toute coïncidence de Faust avec soi. Vous vous souvenez, il dit ce grand ouvrage qui doit finalement me débarrasser tout à fait de moi-même. Ensuite, ce livre de Faust, Mon Faust, c'est le titre de la version de Valérie, devenu le Faust de tout le monde, l'hyper-Faust, ce serait le chef-d'œuvre de chaque lecteur. Comme dit Méphisto, chaque lecteur s'en charge. Ce serait une œuvre de lecture en quelque sorte, mais en même temps, paradoxalement, ce serait une œuvre indifférente à toute lecture. Faust dit, on pourra le prendre en tout point, le laisser en tout autre. Et enfin, ce livre de tous les Faust, ce serait le livre des livres, l'hyper-livre dans lequel la lecture se trouverait à jamais enfermée. Comme dit Faust, qui l'aura lu n'en pourra plus lire d'autres. Mais c'est un livre qui ne vaudrait plus rien aux yeux du lecteur, comme lui réplique Méphisto, qui l'aura lu sera mort d'ennui. Alors, l'hyper-Faust, donc son hyper-texte comprenant tous les autres, toutes mes voix diverses, comme il dit, ne pourrait plus être lu, disent en somme Faust et Méphisto, si avoir lu doit avoir quelque rapport avec finir, même si bien sûr il s'agit d'une fin non définitive. L'hyper-Faust serait illisible, non pas parce qu'il serait inaccessible ou hermétique, mais bien plutôt parce qu'il ne pourrait être que lu et relu sans cesse, parce qu'il n'y aurait rien d'autre à lire que cette hyper-archive faustienne dont nulle lecture n'entreverrait les bords. Ce livre qui n'aurait plus de dehors circonscrit, ce serait donc aussi l'hyper-livre dans lequel nous, lecteurs, nous serions enfermés sans dehors, d'un enfermement d'ailleurs qui, dès lors, ne semblerait pas être un enfermement. Si vous êtes enfermé quelque part sans qu'il y ait de dehors, vous n'avez pas l'impression d'être enfermé. Et dans lequel, comme dit Méphisto, nous mourrons d'ennui. De fait, l'ennui, c'est sans doute l'un des affects que fait naître bien souvent la masse sans cesse croissante de cette littérature mondiale à laquelle Goethe a donné son nom et pour laquelle, comme je l'ai dit, Franco Moretti a développé l'idée d'une lecture distante, statistique, donc rapide, capable de balayer des pans entiers de l'hyper-livre faustien au lieu d'en privilégier et d'en ruminer
indûment, selon Franco Moretti, des petits morceaux choisis. C'est déjà Faust lui-même qui s'ennuie dans Mon Faust, et on le comprend, puisqu'il n'est plus qu'un retour éternel de lui-même, auquel rien de nouveau, par définition, ne peut arriver. Hyper-Faust sombre dans un hyper-ennui. Il s'ennuie à mort en se comprenant, en s'incluant d'avance. Je cite, « J'ai fait le véritable tour du véritable monde, puis, toujours entraîné par ma fatalité, je revins dans le temps. L'idée la plus rare et la plus hardie qui me vienne ne me donne jamais plus l'impression d'une nouveauté. Il me semble aussitôt surgi l'avoir déjà pensé et repensé. » Faust, en somme, souffre de cette maladie que Valéry, dans ses cahiers, nomme très joliment cyclose ou cyclomanie, qui serait la maladie de cette mauvaise version de l'éternel retour. Alors on peut se demander si elle est aussi la nôtre, cette affection. Le mot affection veut dire aussi maladie, bien sûr. Cette auto-affection cyclomaniaque de Faust. On peut se demander si elle nous affecte, nous aussi, nous autres lecteurs de l'époque hypertextuelle de la littérature mondiale. Car il n'y a pas que Faust qui s'ennuie dans Mon Faust de Valéry, son disciple aussi succombe à ce mal qui corrode tout, et il finit par s'endormir dans la bibliothèque du maître au mur couvert de livres. On l'imagine qu'il ronfle un peu, je cite, « la tête dans un in-folio ouvert sur une table », tandis que deux diables, Astaroth et Bélial, entonnent un hymne grinçant à l'ennui général. Je cite leur dialogue, « Astaroth, je m'ennuie, oh que je m'ennuie. Je ronge, je rogne, je lime, j'effrite, tout m'ennuie, l'ennui me ronge. Bélial, qu'est-ce que tu ronges? Astaroth, tout. » Fin de citation. Et lorsque le disciple se réveille, 4 scènes plus loin, on pourrait croire un instant qu'il s'est endormi pour avoir trop plongé dans les textes au lieu de les survoler. Le disciple bâille et il dit « Que de bouquins, je n'ai jamais tant lu, ouf ». Et Méphisto lui répond « Vous lisiez de trop près, le nez dans cette prose épaisse ». Alors, c'est vrai, ces propos de Méphisto, ils sonnent un peu d'avance comme ceux de Franco Moretti dans son manifeste pour une lecture distante à l'ère de la littérature mondiale ou mondialisée. Et on peut se demander si c'est la lecture soignée et attentive aux détails qui produit cet effet de somnifère sur le disciple. Mais je crois qu'il suffit que nous regardions un instant en nous-mêmes, nous autres lecteurs faustiens de l'époque hypertextuelle, pour voir que cette raison avancée par Méphisto ne tient absolument pas. On aura beau accélérer la lecture, dévorer, ou plutôt deviner des livres, toujours plus de livres, feuilleter, devenir des feuilleteurs, comme dit Thomas Bernhardt, l'ennui n'en sera sans doute qu'accru. La seule qui, dans Mon Faust, semble garder presque intacte l'envie de lire, c'est Lust. Elle dont le nom, L-U-S-T, veut précisément dire en anglais désir, voire convoitise, lust, tandis qu'en allemand, il signifie en outre plaisir et volupté, Lust. C'est tout ça que les meilleurs exégètes de Mon Faust, de Valéry, y entendent, à juste titre, dans ce nom, mais en oubliant, je crois, cette autre possibilité, une possibilité qui, si on est attentif à l'importance de la lecture chez Valéry, me semble pourtant s'imposer. Lust, L-U-S-T, c'est une ancienne orthographe française pour la 3e personne du subjonctif imparfait du verbe lire. Un exemple parmi d'autres, mais qui touche à la lecture, un exemple que j'ai pris au hasard dans ces pérégrinations d'hyperlecteurs que nous sommes tous, voilà, en circulant sur Google Livres. L'historien de l'Église Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont relate en 1707 comment le pape Damas Ier, qui avait confié la préparation d'une nouvelle traduction latine de la Bible à Saint Jérôme, s'inquiétait que Saint Jérôme, je cite, « lisait plus qu'il n'écrivait », et il ajoute, je cite, « Damas ne désapprouvait pas qu'il lût, L-U-S-T,
mais il voulait que ces lectures produisissent le fruit qui leur est propre, c'est-à-dire des livres. Alors, il peut paraître étrange, bien sûr, de suggérer que Lust, je suis maintenant tenté de prononcer son nom comme Lu, que Lust incarne le mode subjonctif de la lecture, car d'une part, dans la tragédie de Mon Faust, son nom est régulièrement suivi par l'indicatif de la didascalie « elle lit », et puis d'autre part, il est souvent précédé aussi par l'impératif que lui adresse Faust pour lui ordonner de lire ce qu'elle a noté sous sa dictée. Un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est plein de ces exemples. Faust, allons, relisez donc le commencement. Lust, elle prend un cahier et lit. Ou encore, un peu plus loin, et 3 fois sur la même page, Faust, allez, impératif, sous-entendu, allez, lisez, et Lust, elle lit, entre parenthèses, comme une didascalie. Donc, entre l'impératif et l'indicatif, il y a son nom. Mais précisément, tout se passe comme si, prise entre l'impératif du commandement de lire, allez, relisez, et l'indicatif d'un lire avéré, elle lit, eh bien, le nom de Lust avait la garde de quelque chose qui ne saurait s'épuiser dans l'instant de la lecture ou dans son effectuation programmée. Comment lit-elle donc, Lust, et sommes-nous même sûrs qu'elle lit? Il y a un passage magnifique dans le séminaire de Lacan sur les psychoses, en 1955-56, où Lacan se demande, et il demande à son auditoire, « Qu'est-ce que vous appelez lecture? Quand êtes-vous sûr que vous lisez ?» Et Lacan donne 3 exemples de lectures qui ne sont que des semblants de lecture. Lorsqu'on rêve qu'on lit, lorsqu'on mime la lecture, alors que peut-être on ne sait pas lire, ou lorsqu'on connaît déjà par cœur le texte à lire. Alors, lorsque Lust se retrouve en position de lectrice, lorsqu'elle prête sa voix au texte dont elle a pris note pour Faust, Lust pourrait bien ne lire elle aussi qu'apparemment. Elle finit en effet par confier à Faust, je cite, « Je vous avoue que je n'écoute guère ce que je vous relis, et quand vous me dictez, je pense toujours à autre chose, tout en écrivant. » À la question que posait Lacan, « Quand êtes-vous sûr que vous lisez ?» Peut-être que Lust, la distraite, serait bien embarrassée de répondre. Elle a beau être la destinataire de l'impératif de lecture que lui adresse Faust, elle a beau s'exécuter, elle lit, sa lecture ne semble jamais pouvoir être assurée ou attestée, elle reste hypothétique, indéterminable. Et cette incertitude, c'est précisément l'une des caractéristiques du mode subjonctif, selon la définition qu'en donnent traditionnellement les grammairiens, l'autre étant la subordination. Comme l'écrit par exemple Dumarsais à l'article « Conjugaison » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je cite, « Le subjonctif exprime l'action d'une manière dépendante, subordonnée, incertaine, conditionnelle. » Dire que Lust incarne la lecture au subjonctif, elle dont Faust voulait qu'elle lût, c'est donc dire que sa lecture est conjecturale, on ne peut que la supposer, la désirer, et c'est dire qu'elle est dérivée par rapport à l'indicatif de ce qui est, à savoir le texte faustien. Lust, en lisant subjonctivement, est introuvable tout en étant là, présente en apparence, étant ailleurs, n'écoutant guère ce qu'elle lit, elle est ce qui, de la lecture, laisse à désirer, dans tous les sens de cette expression, ce qui ne s'épuise pas dans l'actualité de lire, du lire. Dans le nom de Lust, dans ce subjonctif, dont elle incarne la valeur optative, c'est-à-dire le souhait, le vœu, voire même l'ardeur de lire, eh bien, je crois que se lève aussi le souffle de ce qui porte ou emporte la lecture vers ce qui vient, vers ce qui, en elle, reste à venir. Et je pense ici aux pages décisives que Jacques Derrida, au fil d'un bel hommage à Hélène Cixous, consacre au subjonctif, au mode subjonctif et au temps à venir. Rôdant, comme il dit, comme il aime bien dire souvent, rôdant autour des rapports entre subjonctivité et subjectivité, je cite, ces 2 modes d'assujettissement, de sujétion et de domination, Derrida tente de penser que le subjonctif est plus puissant
depuis la subordonnée que la principale ontologique. Plus puissant, mais d'une autre puissance, celle d'un performatif qui précède et conditionne tout indicatif, qui en permet même la venue. Cette remarquable méditation sur ce que Derrida appelle le subjonctif originaire est aussi étroitement entrelacée avec des considérations sur la vitesse absolue, dit-il même, qui anime ce subjonctif originaire, ou mieux, sur le différentiel de vitesse, puisque, selon Derrida, il n'y a pas d'essence de la vitesse hors de ce différentiel, c'est-à-dire il n'y a que des différences de vitesse. Alors, là où je veux en venir, c'est que Lust pourrait bien incarner ce différentiel de vitesse entre l'indicatif attestant la lecture du texte et le subjonctif qui se porte en avant du texte, qui devance le texte, d'une manière qui, certes, n'est pas sans évoquer le bibliomane de Lucien et ses yeux plus rapides que ses lèvres, ou les lecteurs pressés dont Valérie regrettait qu'ils devinent au lieu de lire. Mais, question essentielle, je crois, se pourrait-il que Lust aille encore plus vite qu'eux, qu'elle dépasse cette avance même? Yannick Enel devait parler samedi dernier, je crois, de László Krasznahorkai, de ce grand roman qui est Guerre et guerre. Et pour avancer en guise de conclusion quelques hypothèses finales sur la vitesse et la lecture, je voudrais évoquer un bref récit de Krasznahorkai intitulé « De la vitesse », un récit qui décrit une tentative de dépassement d'une envergure bien plus grande et bien plus folle que celle dont Valérie se plaignait dans ses cahiers, non pas sauter par-dessus quelques phrases ou pages en devinant au lieu de lire, mais, comme dit le narrateur de Krasznahorkai, distancer la terre elle-même. Je voudrais lire avec vous quelques passages de ce bref récit pour tenter d'éclairer ce différentiel de vitesse dans la lecture dont je parlais et que je propose d'imaginer un peu comme une sortie de la phrase dans la phrase. J'essaye de m'expliquer et pour essayer de m'expliquer, je vais essayer de vous mener un peu à travers ce bref récit. Cet extraordinaire récit de Krasznahorkai pourrait ressembler en fait à une sorte d'apologue sur la lecture, dans la mesure où il donne lui-même, quoique discrètement, la clé de son interprétation allégorique possible lorsqu'il énonce que, je cite, « la terre », donc cette terre qu'il s'agit de dépasser, de distancer, est la pensée. La terre est la pensée. Alors, si tel est le cas, si le mot « terre » peut être remplacé partout dans le récit, vous allez l'entendre, par le mot « pensée », et si c'est dès lors la pensée qu'il s'agit de dépasser dans le cours de la phrase infinie que décrit et que mime la course du narrateur sur la surface terrestre, alors j'aimerais me demander avec vous dans quel étrange mouvement de lecture nous sommes entraînés, nous autres lecteurs. Je vous lis le début de ce récit, de la vitesse. Je veux distancer la terre. Je sors du pré par le pont du ruisseau. Je sors du sous-bois derrière l'abreuvoir des cerfs. Et je veux être plus rapide que la terre. Je me suis élancé et je me suis instinctivement bien élancé, car je suis parti vers l'ouest. Un bon choix, estimai-je, puisque la terre tourne de gauche à droite, c'est-à-dire d'ouest en est, puisque tout, la maison, la cuisine matinale, la tasse sur la table, la vapeur moirée d'émeraude du thé fumant dans la tasse, comme les volutes de son parfum s'élevant, ainsi que tous les brins d'herbe du pré emperlé de rosée matinale et l'abreuvoir des cerfs déserts dans le sous-bois, tout, fondamentalement, se déplaçait résolument d'ouest en est. La Terre, vous le savez, tourne autour d'elle-même de gauche à droite, si du moins on regarde vers le pôle Nord, de même que le texte se lit de gauche à droite, du moins dans la langue de Krasznahorkai, comme dans celle de Valérie.
le monde que dit la phrase infinie de Krasznahorkai et le dire de cette phrase monde elle-même décrivent un mouvement qui va dans le même sens. Et dans un premier temps, c'est contre cette rotation ou ce déroulement que le jeu du récit, s'élance, comme s'il s'agissait de courir ou de phraser à contre-courant, de droite à gauche, d'est en ouest. Mais très vite, en un temps qui ne dure qu'une fraction d'instant, l'espace d'un clin d'œil, le jeu du récit, fait volte-face. Je cite, « Mais enfin pas du tout, me suis-je dit, abasourdi, dans la seconde fraction de l'instant. Comment cela en sens inverse? Surtout pas en sens inverse. Je m'étais instinctivement mal positionné en démarrant de la porte, du pré, du sous-bois. Je devais au contraire aller dans le même sens qu'elle, que la terre, d'ouest en est, nom de Dieu, et j'ai tourné sur mon axe le temps d'un battement de cils. » Fin de citation. Eh bien, c'est juste après ce retournement que surgit la clé allégorique qui m'a encouragé à lire cette course comme une tentative de dépassement de la pensée dans le cours de la phrase. Je cite, « Et je me suis mis à courir avec la terre, d'ouest en est, du couchant au levant, et j'allais déjà plus vite, je portais en moi la vitesse de la terre. » Souvenez-vous, hein, la terre, c'est la pensée. Je portais en moi la vitesse de la terre, même sans faire le moindre mouvement, et donc, à plus forte raison, en courant sur sa surface en direction de l'est, cela coulait de source, c'était logique. Je respirais avec de plus en plus de bonheur, sachant que je courais désormais dans la bonne direction pour aller plus vite que la terre, car la terre est la pensée, pensais-je depuis le tout début, et je veux aller plus vite que la pensée, distancer la pensée. Fin de citation. La phrase infinie, vous l'avez entendu, hein, ces phrases infinies, sans point final de Krasznahorkai, cette phrase infinie décrit, au double sens du verbe décrire, à savoir à la fois tracer et représenter, cette phrase infinie décrit un mouvement d'avancée qui est à la fois celui de la pensée terre ou pensée monde et celui de la course du narrateur qui voudrait distancer cette pensée terre ou cette pensée monde, qui voudrait la devancer. Et pour nous lecteurs qui adoptons évidemment le jeu du narrateur, pour nous qui sommes ce jeu en lisant, tout se passe comme si nous faisions l'expérience lisante d'un différentiel de vitesse radical et radicalement disjonctif, dans sa subjonctivité même, si j'ose dire, comme si lire, c'était être en quête d'un phrasé, cherchant à devancer la phrase, ou mieux, être en quête d'un dire, s'élançant en avant du dit qui pourtant le porte. Ce différentiel de vitesse, on pourrait lui donner le nom de lecture absolue, que j'emprunte à Michel de Certeau. Absolutum, vous le savez sans doute, veut dire en latin détaché, et la lecture que Michel de Certeau nommait absolue, eh bien, c'est cette lecture qui se délie de la phrase tout en s'y enroulant au plus serré. Merci beaucoup.